Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Bonjour à tous, et comme d'habitude, le petit exercice de début d'émission. Vous êtes déjà très nombreux à venir en direct. Continuez des pouces et des partages pour continuer de diffuser. Nous sommes déjà plus de 95 000 abonnés, donc continuez aussi de partager et de vous abonner pour ne rater aucune émission. Et je le rappelle, surtout sur cette émission comme celle-ci où on a pas mal d'invités, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on en fait remonter le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va commencer par la liberté d'expression contrôlée, André. Oui, vous savez, on parle toujours de régime de liberté surveillée, etc. Et je rappelle nos frontons, liberté, égalité, fraternité. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et je vais vous dire, d'abord, je vais commencer par rendre hommage à quelqu'un qui a le mieux défini et qui a expliqué la liberté d'expression. C'était à Al Jazeera, c'était en 2020, vous voyez, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, et quelqu'un a parlé très bien, mais vraiment de façon forte, de la liberté d'expression, et on lui rend hommage parce que vraiment, il a compris ce que c'était. Écoutez. Et la liberté d'expression. Ça veut dire que dans notre pays, la France, quiconque qui est journaliste peut s'exprimer librement sur le président de la République, le gouvernement, la majorité politique comme la minorité et sur le reste du monde. Et dans cette liberté d'expression, il y a la possibilité aussi de dessiner, de caricaturer. Ça, c'est notre droit, et il vient de loin, de la fin du XIXe siècle. Il est important de le défendre, parce que c'est celui que veut le peuple français. Et nous sommes dans notre pays souverain. Ce droit a conduit à ce qu'il y ait des caricatures dans des journaux, et nous avons aussi une histoire. Et ces caricatures se sont moquées des dirigeants politiques, votre serviteur le premier, et c'est normal, et de beaucoup de religions, de toutes les religions. Et lorsqu'on parle de caricatures, je veux que vous sachiez que beaucoup de titres de presse, Charlie Hebdo, puisqu'on en a beaucoup parlé, ont surtout, d'abord et avant tout, caricaturé le Dieu des chrétiens, caricaturé la religion juive, les rabbins, etc. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, en effet, caricature le prophète Mohammed ou caricature, en effet, la religion aussi musulmane. Moi, je comprends les sentiments que cela éveille. Je les respecte. Mais je veux que vous compreniez le rôle qui est le mien. Mon rôle est d'apaiser les choses, comme je le fais là. Mais c'est en même temps de protéger ses droits. Protéger ses droits. Écoutez, franchement, jamais, ça a été très bien dit. Après d'autres, eh bien voilà, Emmanuel Macron, en 2020, défend la liberté d'expression pour tout journaliste, de quelque bord que ça soit, et de quelque opinion qu'il soit, même si ça choque, et ça énerve, et même ça hérisse certains. Eh bien, 5 ans après, le même Emmanuel Macron fait diffuser sur le canal de l'Élysée et sur les réseaux sociaux un clip, je rappelle, made in Élysée, donc made in présidence de la République. Et voici ce que ce clip dit et montre. Regardez, écoutez. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens. C'est extraordinaire. En 5 ans, il a passé, Emmanuel Macron, de dire liberté absolue des journalistes. Et là, il dit non, évidemment, c'est pas l'État qui va faire le censeur, bien sûr. On fait pas le ministère de la vérité, mais non. Sauf que, eh bien, les journalistes doivent effectivement juger. Mais attendez, quel journaliste par rapport à quel journaliste?
qui vont être les vérificateurs d'informations, qui vont être effectivement, eh bien, il faut le dire, les fonctionnaires de la vérité. Les journalistes, c'est ça leur boulot. Leur boulot, depuis Albert Londres, c'est de mettre la plume dans la plaie, monsieur le président, et non pas de labelliser. Comment vous pouvez parler, il y a 5 ans, de liberté d'expression, et aujourd'hui vous parlez de label? Mais c'est quoi? On va faire comme dans les supermarchés, les bons produits ou les produits frelatés, c'est ça? Et qui va juger, encore une fois? C'est quand même extraordinaire que nous arrivions au stade où on peut parler sans que personne ou sans que quelques-uns s'en indignent, de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça ce sont les bons médias, ça ce sont les mauvais médias. Mais écoutez, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles. Ça s'appelle la censure. Alors ça va pas s'appeler la censure. Évidemment, on va pas labelliser censure. Non, on va labelliser fausse ou vraie information. Et ce qui est extraordinaire, je vais vous dire ce qui est extraordinaire, c'est que des journalistes s'amusent, je sais pas si c'est de l'amusement, à entrer dans ce jeu. Mais quand on est journaliste de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, la première chose à faire, c'est de ne pas demander la censure. Quand je vois des tas de gens intellectuels, soi-disant, intelligentsia, soi-disant, élite, soi-disant, dire « Ah ouais, non, celui-là, je veux pas l'entendre. Non, il faut protester. Non, c'est pas possible. Non. » Quand je vois des gens aller à la Stampa en Italie, par exemple, toujours les mêmes antifa, ultra-gauche, je ne sais pas quoi, qui vont aller taper, mais qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais comment, vous ne comprenez pas, bande de rigolos, c'est que ça va commencer, vous commencez ailleurs, et bien après, ce sera vous. Vous savez, la censure est un Moloch qui dévore ses enfants, quels qu'ils soient, les bons ou les bâtards. Alors attention à cela. On ne peut pas jouer à ce jeu-là impunément. On le sait depuis des siècles. C'est pas le nouveau. On sait comment naissent les dictatures. Dictatures naissent à partir de minorités agissantes qui prennent le pouvoir et qui disent après, terminé, stop. Tout ce qui n'est pas d'accord avec moi est contre moi, et donc je vais sévir, et nous allons sévir. Et que la France, pays des libertés, pays de la démocratie, pays de cela, et cette tentation, évidemment, heureusement, on n'en est pas là, mais ça veut dire que le pire peut être sûr. Donc très, 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 très attention à faire et à pas tomber dans cette espèce de magma. Et vraiment, Emmanuel Macron, quand vous commencez à dire à Al Jazeera ce qu'est la liberté d'expression de façon si claire, et que vous commencez à parler de façon beaucoup moins claire et beaucoup plus opaque de la labellisation, le chemin est très glissant, et vous savez, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et Macron n'est pas que sur le point de parler de la liberté d'expression, il est aussi sur d'autres contrôles, il n'est pas que donneur de leçons, il le reconnaît. Ah, tout à fait, il reconnaît. D'abord, on est très content que pour la 40e fois, 50e fois, 100e fois, 100 millième fois, eh bien, Emmanuel Macron reçoit son ami, son très cher ami, son grand ami, Volodymyr Zelensky. Regardez, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. L'un descendait vers le Midi et l'autre montait vers Paris. Non, je plaisante, mais à peine. Bon, c'est bien, ils s'entendent bien, ils s'aiment, c'est parfait. Et puis donc, ils font une conférence de presse, puisque hier, Volodymyr Zelensky était à Paris. Heureusement, il a encore quelques amis, parce que ce salaud de Trump l'a abandonné, comme disent les pro-Zelensky. Il y a ses affaires de corruption. Mais justement, à propos de la corruption, voici ce qu'a dit Emmanuel Macron face à Zelensky dans leur conférence de presse. Écoutez. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Pas vraiment, il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante et en sachant justement poursuivre tous les décideurs, quels qu'ils soient. Tous les décideurs, quels qu'ils soient, doivent être suivis. Tous les décideurs. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien c'est très 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 simple. Nous n'avons pas de leçon de corruption à donner à l'Ukraine.
Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, ça m'intéresse, là. Là, il faut vraiment lancer des enquêteurs, savoir est-ce que la France n'a pas des leçons de corruption? Parce qu'on a vu ce qui se passe très récemment avec l'Ukraine, avec les scandales de corruption, avec le bras droit de Zelensky qui a été obligé de démissionner, avec les centaines de milliards donnés à l'Ukraine et on ne sait pas ce qu'ont devenu le tiers de ces sommes. Alors, est-ce qu'on a des leçons à donner ou pas? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose très 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 claire, c'est que le rapport 2024 de Transparency International, vous savez, qui s'occupe de la corruption et des scandales de corruption, qui a été publié donc le 11 février 2025. Eh bien, pour la France, le score est en baisse. On était à 70 en 2017, à 67 en 2024. Le virage est négatif. Alors, l'accumulation des affaires, on le sait, c'est pas nouveau, hein. Ça fait des décennies et des décennies. De Urbain et le carrefour du développement à gauche, avec tous les problèmes Big Malion et autres à droite. Enfin, effectivement, perception, en tout cas, opacité, non-transparence, centralisation du pouvoir. Et il faut le dire pour beaucoup de Français, hélas, et c'est très dramatique, perte de confiance dans les institutions. Et ça, c'est grave. Et l'Ukraine, l'Ukraine, écoutez, depuis les scandales de Burisma, on va revenir du Sud, de Hunter Biden, le fils, je rappelle quand même, le fils de Joe Biden, à l'époque où Joe Biden était vice-président d'Obama. Il faut savoir qu'il s'est passé des trucs absolument hallucinants. On va pas entrer dans le détail, ça ne va pas entrer 3 heures d'émission sur Burisma, sur les rapports avec l'Ukraine, avec tous les problèmes de laboratoire, avec les problèmes de trafic, etc., etc. On sait très très bien que depuis les Pandora Papers et que effectivement le régime ukrainien, en tout cas, était un des plus corrompus. Alors on dit oui, mais regardez, c'est formidable. Regardez ce qu'on dit. Oui, mais regardez l'opération Midas, un détournement présumé de 100 millions de dollars impliquant Timur Mildish, l'homme d'affaires, le bras droit, effectivement, de Volodymyr Zelensky. Alors, on fait des perquisitions et arrestations dans le secteur de l'énergie, avec Yermak, effectivement, le chef de cabinet présidentiel qui a démissionné, le German Galushenko, ministre en charge de l'énergie, qui a été, effectivement, destitué, etc., etc. On dit, mais voyez, ben voilà, mais ça se passe très 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 bien. Voilà, et regardez, voilà un régime démocratique qui montre que justement le NABU qui laisse faire le NABU et l'organisme NABU qui enquête sur la corruption. Alors que la France n'ait pas de leçon à donner en matière de corruption, déjà, moi ça me gêne, et je suis pas le seul. Hein. On aimerait que la France, veut totalement pieux, soit dénuée de toute tentation corruptrice. Enfin, ça fait partie de la nature humaine. Mais doit-on l'accepter? Et puis, parlons pas de Kaja Kallas qui ne veut pas entendre parler pour parler de paix entre Russie et Ukraine jusqu'à ce que Poutine démissionne et s'en aille. Voilà. Et puis alors, ce qu'on apprend, c'est que l'entreprise Stark Logistics, dont le mari de Kaja Kallas, vous savez, la ministre des Affaires étrangères européenne, le mari détient 25% du capital. L'entreprise aurait, on dit toujours conditionnel, maintenu des livraisons vers la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Oui, le mari de Kaja Kallas, qui ne veut pas entendre parler d'un seul mot tant que Poutine n'a pas rendu tout ce qu'ils ont gagné en Ukraine, les Russes, pas possible. Alors voilà, on réclame la démission de Kallas. Beaucoup d'Estoniens sont favorables à leur départ. En 23, alors c'est très intéressant, fin août 23, ça date de 23, le mari annonce vendre ses parts dans Stark Logistics. Kallas avait n'avoir rien su des affaires de son mari. C'est très intéressant. Elle connaissait son mari, je ne le connais pas. Ses affaires, je ne le connais pas. Et puis, voilà, le 1er décembre 2024, Kaja Kallas, nommé haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne. Alors, cette Commission européenne, on veut savoir, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, on veut savoir, tout va bien ? Tout va bien, je vous rapporte et je vous rappelle qu'on est le 2 décembre 2025 et qu'à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas la teneur des échanges SMS entre Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, et monsieur Albert Bourla, président de Pfizer, sur l'achat de plus de 50 milliards de dollars de doses de vaccin Pfizer. À l'heure où je vous parle, on parle de transparence. À l'heure où je vous parle, on ne le sait pas, on ne sait rien encore. Alors c'est quand même assez hallucinant tout ça. On parle de corruption, on n'a pas de leçon à donner, mais alors de quoi on parle ?
Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de l'Ukraine, merci de nous le faire savoir. Évidemment, on veut bien être cocu, mais au moins être au courant.